Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous, Ziana TV. Notre série Les Grands Témoins continue. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Emmanuel Okamba. Vous l'avez déjà vu, c'est avec lui que nous avons inauguré cette série, de rencontrer des hommes et des femmes qui nous permettent de bénéficier de leur lumière par rapport aux sujets qui concernent notre pays, le Congo-Brazzaville. Avec le professeur Emmanuel Okamba, aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. Ce sont des sujets, en fait, des articles qu'il a publiés dans le quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Notre premier sujet va porter sur la coopération ciné-congolaise, gagnant-gagnant, c'est la question qui se pose. Le deuxième sujet portera sur la démocratie sociale de proximité, la trilogie déterminante rénovée. Et enfin, avec lui, nous rentrerons dans la fonction publique, notamment la question liée au pléthore chronique dans les effectifs des agents de l'État. La culture de l'excellence s'impose. Professeur Emmanuel Okamba, bonjour. Bonjour Monsieur Cyr. Merci une fois de plus de nous donner un peu de votre temps afin de découvrir en fait ces articles que vous avez publiés dans les Dépêches de Brazzaville et nous le dire du vive voix exactement qu'est-ce qui a motivé en fait votre contribution dans le cadre des écritures. En premier lieu, on va aborder avec vous, professeur Emmanuel Okamba, la coopération sino-congolaise. Il faut le dire aussi que les deux pays, la Chine et le Congo, ont en 2014 en fait fêté les cinquantenaires de ces relations bilatérales qui ont été inaugurées en février 1964. Aujourd'hui, rapidement, Emmanuel Okamba, 50 ans après, c'est quoi cette coopération sino-congolaise? Alors c'est une coopération sud-sud, donc entre les pays en développement, et dans laquelle le Congo et la Chine ont conclu depuis le 22 février 1964 des accords de coopération. Et ces accords ont permis aujourd'hui à la Chine d'être le premier client du Congo, avec 56% des exportations totales du Congo, donc vers la Chine. Oui, alors que la France n'est qu'à 5%. La France n'est que le 4e client du Congo, alors qu'en 1964, c'était plutôt l'inverse. Les principaux fournisseurs du Congo également, on va retrouver la Chine en tête des clients par rapport à tête de fournisseurs, je voudrais dire. Bien sûr, tout à fait, oui. Voilà, donc la Chine avec 19,26% des importations totales du Congo vient bien avant. Bien avant la France, qui est lui à 19,12%. Absolument. Alors, professeur Okamba, on se rend bien compte là déjà, on a les chiffres. Quel est l'esprit en fait qui a prévalu pour mettre en place cette coopération? Parce qu'on voit quand même qu'entre 1964 et 2004, la Chine a au fur et à mesure grignoté les parts qui revenaient, je dirais, de droit à la France pour s'imposer aujourd'hui comme le premier partenaire en termes de coopération bilatérale du Congo. Alors disons que dans la stratégie de développement du Congo, celle qui était donc adoptée depuis 1964 par le président Alphonse Massamba Deba, ensuite par le président Gwabi, par le président Yombi, par le président Sassou Nguesso, et puis Sassou Nguesso 1, et puis le président de Souba, aujourd'hui Sassou Nguesso 2. Il y a donc une certaine constance. C'était donc une coopération. Personne ne les a régnés en fait, personne ne les a remis en doute depuis 64. Non, il y a eu une coopération, disons, sud-sud, et par laquelle la Chine a développé ses accords avec le Congo en 2 phases. Une phase que l'on peut dire de pénétration du marché par l'aide technique, donc de 1964 à 2003, tout à fait, où la Chine a été présente donc, dans plusieurs projets du Congo. Dans le premier plan quinquennal que le Congo avait fait en 1964 et 1968, la Chine est intervenue pour faire un emprunt de 100 millions plutôt de francs français à l'époque. Oui. Voilà. Et c'était sur le président Massamba Deba. Sur le président Massamba Deba. Il s'en est suivi un emprunt de 6,7 milliards de francs CFA pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures, parmi lesquelles l'usine textile de Kinsoundi, le chantier naval et l'usine des carriers de Pila, voilà, l'usine de cessage de poissons de Mosaka, l'usine d'allumettes de Bétou, et puis les hôpitaux à Talangaï, Makelekele,
à Fort-Roussé, à Louangilé, à Pointe-Noire. Vous voyez donc, cette coopération de 1964 à 1968 a été, pour le Congo, très bénéfique. Alors, sauf que, quelques années après, ces entreprises ont toutes fermé. Sauf les hôpitaux. Sauf les hôpitaux qui existent encore aujourd'hui, mais dans des états quand même un peu difficiles à tolérer dans le cadre des investissements qui ont été mis dans ces projets-là. Et aujourd'hui, on arrive en fait à une deuxième phase. Alors la deuxième phase, qui serait celle de l'enracinement de la Chine au Congo par l'investissement direct. Et là, la Chine va donc aider le Congo en installant vraiment les entreprises, avec aussi l'investissement direct étranger, donc que la Chine accorde au Congo de l'ordre de 2,8 milliards dollars. C'est pas une mince affaire, et dans lequel 75% de cet investissement est orienté donc dans l'infrastructure de transport, donc la construction des routes, 13% dans l'énergie et 12% dans d'autres secteurs comme le bâtiment, le commerce. Alors, on va juste revenir, professeur Okamba, sur des chiffres qui sont parlants. Aujourd'hui, c'est la Chine qui construit le Congo, il faut le dire. Toutes les grandes infrastructures, qu'elles soient routières ou encore les aéroports, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la Chine. On a vu la première phase de pénétration qui s'est faite au fur et à mesure. Aujourd'hui, la Chine s'installe avec ses entreprises et ses cadres qui viennent en fait faire tout cela par rapport aux cadres congolais qui sont là en tant qu'observateurs, s'il faut le dire ainsi. Alors c'est là le problème de cette coopération avec la Chine, c'est qu'elle rejoint sur ce point la coopération du Congo avec les anciennes puissances européennes. Oui. Car en fait, la Chine n'assure pas le transfert de technologie du Congo, de la Chine vers le Congo, et n'assure pas le service après-vente non plus. C'est-à-dire que la Chine nous vend des produits, nous fournit un certain nombre d'infrastructures, mais ne forme pas les Congolais pour que les Congolais puissent assurer le service après-vente au cas où il y a une panne qui se manifestait. Alors, juste pour rester dans ce problème lié au transfert des technologies, quand on revoit en fait la première phase, la phase de pénétration, on a l'usine de Kinshasa qui était le modèle en fait d'investissement chinois, notamment chez nous au Congo. Cette usine a fermé en fait. Est-ce qu'on retrouve là aussi ce problème lié en fait au transfert des technologies? Le problème est le même, parce que cette usine, si elle a fermé, c'est parce que après la période dite de garantie, à partir du moment où les entreprises ont commencé, les machines ont commencé donc à tomber en panne, eh bien les Congolais ne pouvant pas intervenir sur ces machines, donc il fallait que les Chinois reviennent au Congo et cela coûtait plus cher. Et au fil du temps, les machines ont été pure et simplement abandonnées. Est-ce que c'est la même situation qu'on a vécue après 1997 à Mukokolo? Parce que Mukokolo aussi a été saccagé. Il fallait que les Chinois viennent pour travailler et le remettre en route, mais le coût était exorbitant. L'usine de Mukokolo qui a été construite dans les années 78, donc c'est un barrage hydroélectrique, financé par la Chine, effectivement, et endommagé donc pendant les événements de 97. Le Congo aurait pu, s'il y avait des ingénieurs congolais qui pouvaient intervenir sur la technologie chinoise, intervenir et régler le problème. Aujourd'hui, vous savez que ce barrage n'est plus du tout opérationnel. Donc, malgré les efforts que les Congolais font pour remettre le barrage en route, il faut que les Chinois reviennent avec les nouvelles turbines et refassent l'installation eux-mêmes. Les Chinois doivent faire l'installation. Est-ce que pour rester dans les exemples probants et les exemples d'aujourd'hui, c'est aussi le cas à Imbulu, puisque Imbulu c'est le dernier né, notamment de nos barrages en termes de fourniture d'électricité et d'énergie? Alors Imbulu, c'est aussi la coopération sino-congolaise. Imbulu a été financé par la Chine à hauteur de 85%. Et donc le reste par l'économie congolaise, par le gouvernement congolais. Là aujourd'hui sur les 5 turbines, d'après les informations que nous avons, il y aurait peut-être 2 seulement qui tournent. Les 3 autres étant tombés en panne, il faut donc les remplacer. Donc on est dans la même problématique que celle de Mukokolo. Alors,
c'est-à-dire l'absence de transfert de Transfert de technologie et donc l'impossibilité des Congolais, des ingénieurs congolais d'intervenir sur ces turbines. Alors, comment vous pouvez nous expliquer, professeur, si vous avez peut-être des éléments de réponse, qu'on puisse comme ça être largement aidé par la Chine, mais une fois que les structures mises à la disposition du Congo ne sont plus fonctionnelles, ben, il y a tout qui tombe en ruine en fait. Alors, parce que la Chine, comme toutes les autres puissances économiques, a créé vis-à-vis du Congo ce qu'on appelle une dépendance technologique. Le Congo dépendant donc technologiquement de la technologie de la Chine, par conséquent, nous sommes dans un jeu économique asymétrique. C'est-à-dire où le Congo, aujourd'hui, si on faisait le rapport entre les importations et les exportations, la balance, effectivement, est au profit du Congo. Oui, tout à fait. Mais le Congo ne peut pas bénéficier de façon durable de cette coopération parce qu'il n'y a pas de transfert de technologie. Le Congo dépend technologiquement donc de la Chine, comme le Congo a dépendu technologiquement depuis un certain moment de l'ancienne colonie française. Alors cela signifie qu'il faut revoir directement les clauses en fait de cette coopération. Et c'est là le problème, c'est que nos autorités qui signent le contrat depuis 1964, oui, c'est depuis 1964, oui, n'ont pas été assez vigilants pour intégrer dans les contrats, dans les conventions signées avec non seulement la Chine, mais aussi avec d'autres partenaires, ces fameuses clauses de transfert de technologie qui devaient être donc... Mais que la Chine impose en fait aux autres pays aujourd'hui. Hein. La Chine impose par rapport aux sociétés occidentales, oui. Tout contrat fait avec la Chine fait l'objet de transfert de technologie, sinon la Chine n'établit pas le contrat. Alors, pourquoi la Chine ne ferait pas la même chose vis-à-vis des pays en développement dans la coopération sud-sud? C'est peut-être la question que nos autorités devraient un jour poser aux Chinois pour que la coopération puisse être moins asymétrique. Alors aujourd'hui, vous parlez d'asymétrie dans cette coopération, on a parlé, c'est vrai, des choses qui ne vont pas, mais il y a encore les hôpitaux qui sont là en fait. Alors les hôpitaux, s'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'assistance technique chinoise est toujours présente. On compte à peu près 671 médecins chinois qui ont été envoyés dans 21 équipes médicales au Congo et donc qui tournent de façon permanente. Donc, si on faisait la même chose dans l'énergie, si on faisait la même chose dans le commerce, si on faisait la même chose dans la construction, c'est vrai que les performances auraient été meilleures. Alors, performance meilleure, le titre de votre article, professeur Okamba, c'est coopération sino-congolaise, gagnant-gagnant. L'interrogation est là, en vous entendre, on a l'impression qu'il faut peut-être lever l'interrogation, d'autant plus que, visiblement, d'après les chiffres, avec vos explications, c'est la Chine qui gagne. Je vous pose une question un peu bateau, comme diraient certains. Est-ce que le Congo est-il gagnant dans cette coopération avec la Chine? Le Congo est gagnant puisqu'il y a des infrastructures. Même si ces infrastructures, aujourd'hui, ne sont pas durables. Parce qu'en cas de panne, il faut que les Chinois reviennent. Et si le Congo n'a pas la possibilité de faire venir les Chinois, ces infrastructures ne pourront pas tourner comme Kissoudi, comme les unes de Caillé et toutes les autres qui ont eu lieu, qui ont été faites et qui ont assuré, en tout cas, l'emploi au Congo pendant la décennie 70. Donc, la clé de cette coopération, c'est véritablement le transfert de technologie. Donc aujourd'hui, le Congo devrait l'imposer. Est-ce que, professeur Okamba, d'après vos informations, vous êtes mieux informé sans doute que nous sur ces questions, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement congolais, il y a une prise de conscience pour intégrer cette clause dans les contrats qui sont signés aujourd'hui, dans les contrats futurs? Le Congo a mis en place une opération que nous avons déjà discutée avec vous, c'est la migration accélérée, avec énormément d'infrastructures, souvent qui sont construites par des entreprises chinoises. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, professeur Okamba? 40% des marchés de la municipalisation accélérée sont assurés par des entreprises chinoises. Toujours dans la même problématique, c'est-à-dire le problème de transfert de technologie. Nous pensons que les autorités, à travers des écrits comme les nôtres, ou comme ceux de
des jeunes chercheurs comme Julien Mokilo, qui enseigne à l'université, et puis tant d'autres, qui attirent donc l'attention des autorités sur la nécessité d'intégrer ces clauses dans le contrat, parce que ça dure quand même, hein, ça fait 50 ans cette coopération. Donc si on veut qu'elle soit pérenne et qu'elle soit gagnante pour les deux parties, il faut nécessairement qu'il y ait donc ces clauses d'échange, ces clauses d'intégration, de transfert de technologie, dans tous les contrats. Et donc dans tous ces contrats-là, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion peut-être d'attirer l'attention de les responsables pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ces villages qui deviennent quasiment des petites villes avec les infrastructures, aéroports, stades, routes bitumées, mais il y a un mais. Oui. Honneur aux autorités qui ont pris, aux autorités congolaises qui ont pris la décision, mais cette fois-ci, d'assurer le développement à partir des infrastructures de base. C'est un vieux serpent de mer dans cette histoire. Oui. Ok, l'infrastructure de base pour développer l'agriculture, pour développer l'industrie, et d'un gouvernement à un autre, d'un régime à un autre. Les choses n'ont pas été faites aussi bien qu'aujourd'hui. Sauf qu'il y a toujours ce bémol qui est là, qui fait que, même aujourd'hui, l'essentiel n'est pas assuré, c'est-à-dire le transfert de technologie. Voilà, l'essentiel n'est pas assuré. Nous espérons que les autorités congolaises qui nous suivent pourront prendre en compte cette requête qui devient pressante parce que le Congo qui doit se moderniser d'ici 2025, devenir un pays émergent, a besoin d'infrastructures qui durent, qui soient pérennes et qui permettent aux générations futures, 50 ans après, de pouvoir les retrouver en bon état. Restez avec nous, mesdames et messieurs, nous allons passer bientôt à notre deuxième sujet. La trilogie déterminante, c'est un terme que vous avez déjà entendu parler à l'époque du mono, comme on le dit, en fait, qui faisait quasiment la construction du dialogue social. Nous allons en parler maintenant avec le professeur Okamba, qui trouve que cette trilogie a été rénovée. Restez avec nous sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora.